Juste avant de quitter la France. Oh mon Dieu. Wow. Je fais des gros chiffres d'affaires, 50 à 80 000 euros par mois. Jamais vu autant de 10 sur 10 au mètre carré. C'est un beau podcast qui commence, tous les podcasts qui commencent par un truc. Un gong. Cher Lorenzo, tu as le droit de gonguer. Allez, C'est magnifique. Oh, tu peux me faire mieux que ouais, ça. Attends. Toujours avec le... Voilà. c'est un peu Putain, fumé le bras, tu mais l'as ça fait gongué. plaisir. Tu l'as gongué, hein, celui-là. Ouais, je l'aime bien le copain, le gong. C'est un ami, tu l'as eu dans plein de pays en plus. Ouais, c'est un proche maintenant, on peut dormir ensemble lui et moi. Bon, mon cher Lorenzo, toi et moi, ça fait un petit moment qu'on devait faire ce podcast. Là, c'est le cadre parfait. Vous voyez, on est au milieu d'un lac gelé, littéralement, sur notre petit canapé. On a un cadre qui est incroyable. On va parler de toi, ton histoire, ton parcours, toutes les colloques que tu as fait. Pourquoi tu fais tout ça? Et ouais, je trouve qu'on a vécu ensemble pas mal de temps. Hein. On a passé plus de 3 mois ensemble. En fait. Ouais, mais 3 mois c'est intense. Déjà quand on est arrivé en Suède, j'en parlais à PL. Premier jour où on est arrivé, je lui disais qu'un mois avec d'autres entrepreneurs, c'est ultra intense. Tu vis avec eux tous les jours, tu es avec eux tout le temps. Tu partages les bons moments, les pires moments, tu partages les soirées, tu partages tout le cadre. C'est ultra intense. Ça fait des relations qui sont fortes en vrai. C'est vrai que c'était intense. À chaque fois, c'est intense et qu'est-ce qu'on kiffe. Là, la Suède, belle destination encore une fois. Avec Stockholm. La Suède, qu'est-ce que je suis heureux d'être venu. Ah, mec. Ah, tu connais, je vais te sortir la même phrase, mais quel mois. Franchement, quel mois. Oh, franchement, enfin, je sais pas comment l'expliquer en restant le plus diplomate possible, mais évidemment, il y a toujours le délire de bosser, faire de l'oseille. Et puis pour moi, c'était important parce que là, je lançais un nouveau business. J'abandonne un business et j'en lance un nouveau. Puis aussi le côté nightlife de Stockholm. Ah, tu connais mon goût pour ça. Oh là là, mon Dieu. Waouh. Décris ton expérience avec les blondes. Pouah. Bah, on va commencer par le commencement. J'ai jamais vu autant de 10 sur 10 au mètre carré. Mais ça pullule. Ça pullule, c'est un délire. Tu tournes ta tête, t'es entouré de 10 sur 10. Mais bandez-moi mes yeux. C'est vrai que c'est bien aberrant ce pays. Hein. Mais mec, c'est trop. Mais on en a C'est fait trop. pas mal. La Chine, c'était pas mal non plus. Hein. La Chine, elles étaient belles, il n'y a pas à dire. Ouais. Mais vas-y, trouve-moi un endroit où elles sont plus aberrantes qu'ici. C'est vrai. C'est trop. Je recommande à toute personne qui cherche la femme de sa vie de passer en Suède, effectivement. Allez, je déconseille à toute personne en couple de venir ici. C'est pas du tout une bonne idée. C'est bien vrai. Bon, ça me fait plaisir d'avoir ce petit moment avec toi. Je trouve que tu es un des gars qui a l'histoire la plus folle. On va en parler, vous allez être assez choqués d'entendre l'histoire de Lorenzo, qui t'a amené à faire plein de boîtes. Tu as eu des gros accomplissements, tu as eu un cabinet de subventions publiques, tu as fait des très très gros mois en termes de chiffre d'affaires, tu as vraiment eu des grosses équipes. Je crois qu'à un moment, tu avais plus de 10 employés dans ta boîte. Ouais. Tu as lancé des business, là tu as lancé un nouveau business en 15 jours, tu l'as monté à plus de 600 balles par jour. Enfin, tu es quelqu'un qui fait tout de manière très intense. Je trouve que tu vis intensément, que ce soit dans tes business, que ce soit dans tes relations, dans ta manière de sortir, de kiffer le soir. Tu es quelqu'un qui est dans l'intensité, tu vois. Mais avant ça, tu as une histoire qui est quand même assez folle et j'aimerais bien, si tu veux en parler évidemment, qu'on parle un peu de tes débuts, tu vois, de comment tu as grandi, qu'est-ce qui t'a amené vers tout ça, quoi. De la même manière, j'ai envie de te dire qu'en vrai, la lumière est toujours mise en valeur par l'ombre. Et en fait, si aujourd'hui je m'amuse autant, c'est parce qu'avant c'était devenu costaud. Le vrai point de rupture, bah, c'est juste avant de quitter la France. Je fais des gros chiffres d'affaires, 50 à 80 000 euros par mois, donc c'est bien parce que c'est la 2e année de mon business, c'est même très honorable. J'ai un business qui marche bien, j'ai des gros clients, mais en fait j'ai pas de temps pour vivre. Mais quand je te dis pas de temps pour vivre, c'est je bosse, je rentre, je dors, je recommence. J'ai de l'argent, mais j'ai pas le temps d'en profiter. Les salariés qui te prennent la tête, les clients qui te prennent la tête, l'associé qui te prend la tête. Tu dois gérer avec les institutions, la région, les communautés de communes, les préfectures, les départements, les ministères. Tout le monde te prend la tête. Et en fait, j'ai passé un temps infini derrière l'écran à me prendre la tête et à pas du tout profiter. Et à un moment, je me suis rendu compte que ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Aller chercher 1 million, mais en fait le faire en étant juste pas heureux, ça vaut pas la peine, je suis pas intéressé, je suis pas du tout intéressé. Et donc mon gros point de rupture, c'est le moment où je me rends compte de ça, où déjà je vais en vacances en Espagne, je devais juste le faire une semaine, et en fait je suis resté 2 semaines en Espagne.
Mais j'avais mon ordinateur avec moi parce que j'arrivais pas à décrocher du taf. Et je suis resté la deuxième semaine en bossant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, là, d'un coup, en bossant, je suis heureux. J'ai pas besoin de voir des gens. J'ai besoin de voir des dossiers, des documents. Donc, au pire, je peux tout gérer à distance. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tu sais quoi, quand je rentre en France, je prépare juste mon départ. Parce que je vais être beaucoup plus heureux comme ça. Je le vois sur une semaine que là, je suis 10 fois plus heureux. Viens, on se casse, ça aura du sens. Au moins ma vie aura un sens, outre le fait de juste faire de l'oseille pour faire de l'oseille. Et donc, je commence à me dire, on était en septembre à ce moment-là, je commence à me dire, à partir de janvier, je me barre. Et je prépare mon départ. Et je suis du genre à prendre des décisions sur un quart de seconde. Et là, prendre 4 mois pour me préparer, c'est quand même vachement long. Jusqu'au fameux matin, 6h du matin, où je me réveille. Parce qu'un trou dans la nuit, un bon vieux trou dans la nuit, je me mets à scroller parce que j'aime trop Insta. Et je tombe sur ta pub, où tu fais partir des entrepreneurs, tu les fais voyager. Mais je suis tellement heureux d'avoir vu cette pub. J'ai envie de te galocher tellement je suis heureux. Du coup, pour l'histoire, j'envoie un formulaire de contact. Du formulaire de contact, tu la connais l'histoire, après tu m'appelles 15 minutes après. Enfin non, tu m'envoies un message 15 minutes après. 3 heures après, on est en ligne. La décision, elle se prend sur un quart de seconde. Je te dis oui tout de suite pour partir, non pas en janvier, mais en septembre. On est en octobre. Ouais. On est mi-septembre à ce moment-là. J'ai 15 jours pour dégager mes bureaux, dégager mon appartement, prévenir mes clients, prévenir mes collabs et ciao, bye bye. Et depuis c'était 15 jours intenses, poétique du bateau brûlé. Je dégage toutes mes affaires, je ne peux pas revenir en arrière. Et depuis, je suis tellement heureux, ça me merde. Et le pire, c'est que tu fais presque plus de profit qu'avant parce qu'aujourd'hui, Oui. franchement, tu n'as plus les charges que tu avais avant, mais oui. tu fais plus d'oseille. C'est ça qui est marrant dans ton histoire. Non, alors justement, je fais moins d'oseille, par contre, j'ai moins de charges. Ouais. Vu que tu as dégagé les bureaux, les salariés qui te cassent les couilles, vas-y, ciao, bye. En fait, tu dégages tout ce qui t'est plus utile, tu restes sur l'essentiel. Et du coup, tes marges, elles sont beaucoup plus grosses, donc tu fais moins de chiffre d'affaires, mais en vrai, tu vis juste 10 fois mieux. Et quand bien même, tu connais mon avis dessus, quand bien même, tu te fais juste, allez, ne serait-ce que, enfin c'est arrogant de dire ça, mais pour un entrepreneur, c'est vraiment pas le bout du monde. Allez, tu te fais 3 à 6 000 euros par mois dans ta poche. Ne serait-ce que ça, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme, c'est pas le bout du monde en vrai de vrai. Mais juste 3 à 6 000, tu vis tellement bien dans la plupart des pays. T'es un empereur. Ouais, c'est vrai. Le coût de l'Asie, ça n'a rien à voir, contrairement à toi qui vivais à Paris. Effectivement, ça c'était... Mon appart, 1003. Manger après, vas-y, moi j'avoue que je mangeais que dehors, donc je dépensais bien 1005 par mois pour manger. Les clopes à 15 balles. Les charges d'électricité. Enfin, tout cumulé. En France, je dépensais 3-4 000 par mois. Ouais. Je vivais bien, je dis pas, je vivais bien. Mais en comparaison de ça... Et sur là que je l'ai. J'espère qu'on va pas passer au travers de la glace pendant ce podcast d'ailleurs. Ce serait con. De toute façon, si j'entends un craquement... Je cours. Ah là, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de coloc, il n'y a plus je me rien. jette là-dedans. Non mais avant ça, avant ce business donc, qui a bien marché, que certes tu as quitté, mais objectivement c'était quand même une réussite, même pas dans ton accomplissement personnel, mais dans ton accomplissement professionnel, tu as quand même fait des choses. Avant ça, tu as eu quoi comme business? Avant ça, en fait j'entreprends depuis que j'ai 18 ans. Le premier business que j'avais, c'est que j'avais lancé des sites internet. Quand j'avais 18 ans, j'en ai créé 8. À l'époque, c'était avec Wix. J'avais appris à gérer Wix. Des sites qui m'apportaient des leads. Ces leads, je les revendais. D'autres qui étaient des e-commerce. Il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Que j'ai revendu. Après ça, j'ai lancé un commerce dans le domaine du chocolat. Ça s'appelle Mon Chocolat Surprise. C'était génial comme idée en vrai. C'est des petites sphères de chocolat gastronomique. Et en fait, quand tu la pètes, à l'intérieur, tu as un bijou de créateur. Okay. C'était un peu façon Kinder Surprise, mais de luxe pour adultes, en gros. Conflit d'associés, plus Covid, plus plein de problèmes. Enfin, je suis tombé très très bas avec cette affaire. Enfin, c'est simple, j'ai mis de tapis, donc quand tu mets de tapis et que tu tombes vraiment costaud. Mais quand je te dis costaud, c'est au point où les loyers, tu peux plus les payer. Comment tu vas manger ce soir, tu sais pas. Enfin, je t'en ai déjà parlé, mais moi je l'ai déjà eu la phase où je dois aller. Vraiment, un gros breakdown que j'ai eu, c'est un moment où en fait je me retrouve dans un Leclerc avec à attraper des sandwichs triangles Sodebo, à les tabasser entre les rayons, et après je rentre chez moi. Ça, c'est terrible. J'ai des gros points de breakdown. Ensuite, du coup, je suis retourné dans un contrat en CDI.
Et de mon contrat en CDI, un jour j'ai eu cette idée de business dans le domaine des subventions. Et je suis un entrepreneur le jour même, j'étais en train de faire mon site internet, mon logo, ma charte graphique, le lendemain je pose ma DEM et je commence un nouveau business. Voilà comment ça s'est lancé. C'est un beau parcours. C'est encore une fois, tu es quelqu'un qui... Tu sais, on en parlait la dernière fois, tu as deux types d'entrepreneurs, les fonceurs et les ingénieurs, tu vois. Et toi, tu es vraiment le mec où tu as un truc, allez, tu brûles ton bateau comme tu dis, peu importe ce qui se passe, on fout des conséquences, je fonce, je vais dans cette direction. Et c'est ça qui fait aussi que tu arrives à avoir des très gros résultats assez rapidement, objectivement. Parce qu'à chaque fois, tu as toujours eu ce truc où tu as été fonceur en fait. Honnêtement, un truc qui me fait kiffer, c'est la frénésie dans le rebond. J'ai pas peur de tomber, j'ai pas peur de me relever, j'ai pas peur des problèmes, j'ai pas peur d'enchaîner. Et si j'ai une idée en tête, il faut que je le fasse. Je dois le faire, sinon je vais exploser. Là, par exemple, il y a le business lié aux contraventions. Entre le moment où je le pense, le moment où je le mets en application, t'as pas plus d'un mois. Et là, c'est lancé depuis, ça doit faire quoi, 15-20 jours à tout péter. Je pense que ça fait 15 jours en vrai. On est à un peu plus de 230 leads sur le site. Alors, j'ai pas fait un énorme mois, j'ai pas fait un chiffre d'affaires énorme. Quand même, hein. T'as 500 days déjà. Ouais. Tu viens de lancer ton business, calme-toi. C'est pas dégueulasse. J'approche des 10K là, sur les 20 jours. Donc, c'est pas dégueulasse. C'est pas non plus un énorme mois. Tu dis que tu as fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas. T'impressionnes personne, mais c'est un premier mois. C'est pas dégueulasse. Je suis content en vrai. C'est un beau commencement en vrai. C'est pas mal, ouais. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas mal. Par rapport à ça, donc ton profil fonceur, etc., là on voit tu lances ce nouveau business, tout va très vite. Est-ce que tu n'as pas été ralenti dans ton business d'agence? Parce que dans le domaine des subventions publiques, tu dois quand même aller chercher, je connaissais ta typologie de clients qui étaient plutôt des gros clients. Comment tu as réussi à rentrer en contact avec ces gens-là et à leur apporter ton expertise? J'ai jamais démarché personne. Je démarche que dalle. Pour le coup, dans le domaine des subventions, j'étais un peu la reine du bal, dans la mesure où tu as très peu d'agences comme ça. Toutes les agences se font défoncer. Et en fait, ça n'a marché que au bouche à oreille. Un mec à qui t'as apporté ne serait-ce que 30 000 euros de subvention, il va parler de toi à ses potes. Ses potes vont parler à d'autres potes, mais à chaque fois, ils vont parler à des têtes un peu plus grosses que eux. Et c'est comme ça que je suis passé du mec qui a un petit tabac dans le 95 jusqu'au mec qui a une foncière valorisée à 1,7 milliard, qui lui en parle à ses autres potes qui ont des business qui sont valorisés à plusieurs centaines de millions d'euros, sans forcément citer de clients, mais là dans mes clients finaux, j'avais des mecs qui avaient des châteaux 5 étoiles qui en ont une dizaine en France en tant qu'hôtel, d'autres qui avaient des foncières mais qui ont des bâtiments monstrueux, et c'est comme ça qu'en vrai ça s'est terminé. J'ai fini l'histoire avec les plus gros clients que je pouvais vouloir, y compris Eiffage et Orange. J'ai dit que je ne citerais pas de clients, je vais quand même le faire. Ils respectent rien. Ouais, donc je vois, c'est vraiment des clients qui sont très très compliqués, tu vois, à acquérir. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être pour des mecs qui ont des agences aujourd'hui, qui bloquent avec, tu sais, il y a toujours ces mauvais clients, ceux qui vont te payer 500 balles par mois, qui valent rien en fait. Et il y a les très bons clients, comme tu viens de citer, qui en fait vont pas forcément compter l'argent, mais la qualité de ta prestation, de ton service, de ton business en fait, de ce que tu apportes. Comment tu pourrais leur conseiller pour directement griller des steps et comme toi tu as su le faire par le passé, aller avec des gros clients? Honnêtement, je vais être un peu arrogant dans ce que je dis parce que d'un côté j'ai envie de dire les clients comme ça, dégagez-les, c'est que des prises de tête. C'est un cauchemar, ça en vaut pas la peine. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, tu lances ta boîte, tu as envie de bosser, quelque part il faut se casser les dents sur du petit client pour être bon sur les gros clients. Donc, d'un autre côté, j'ai envie de te dire, si je refais l'histoire aujourd'hui, je pense que peu importe le domaine, je vais me casser les dents sur du petit client, histoire juste de savoir ce que je vais éviter. À la seconde où je sais ce que je veux éviter, quelle typologie de client par rapport à mon business je veux pas, je les prends plus. Et là, même si je viens de lancer un business dans le domaine des contraventions, je commence à peu près à voir la typologie de client qu'il faut dégager. Ouais. C'est toujours différent, en fonction de tous les business, c'est différent. Ok, ça fait sens. Et là, du coup, ta vision sur ce nouveau business de contravention dont tu parles, c'est quoi en fait? Comment tu vois les choses? On est, on est en décembre 2026. Comment tu vois les choses avec ce business? Tu connais ma vision aujourd'hui. Moi, je suis un fainéant. Ce que je veux dans la vie, c'est me branler les couilles. C'est ce que je préfère. On va être ban de YouTube, non? Non, mais on mettra un bip, mais
Ce que je veux, c'est rien foutre. Donc, voilà comment ça va se passer. À la force de mes talons, je vais briser la porte et aller chercher les 1000 par mois. Des 1000 par jour, pardon. Des 1000 aux 2000 euros par jour, je vais commencer à staffer. Et des 2000 aux 4000 euros par jour, il faut que je sois juste à la supervision. De sorte à ce qu'à un moment, je puisse me retirer, sortir de l'équation. Chacun sait ce qu'il a à faire. Les pubs tournent, j'augmente juste les curseurs. Je prends mon oseille et après, tu as deux cas de figure. Je te l'ai dit, je cherche la frénésie dans le rebond. Donc je pense qu'à un certain point culminant, je revends tout. Et je pense d'ici 1 an, je revends. J'ai fait mon chiffre, j'ai monté le business, il marche bien. Je revends, ciao, bye et je passe sur autre chose. La frénésie dans le rebond. Ouais. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Je pense que ça colle avec ta personnalité. Tu vis aussi de ces histoires-là qui sont très courtes, très intenses, très puissantes. Et le fait d'avoir un nouveau business, je sais que objectivement, tu n'avais aucune raison de lâcher ton business précédent. Tu aurais pu l'amener à déjà qu'il était très élevé, hein. Comme tu disais, tu as fait des mois à 50, 80 000. Tu aurais pu l'amener à des chiffres aberrants, littéralement. Ouais. Mais ça a été une volonté de ne pas le faire. Parce que tu as voulu aussi quelque chose qui te faisait kiffer, etc. Tu vois. Bah, c'est qu'à un moment, on a tous en tête le chiffre du million d'euros. Je veux faire 1 million avant mes 30 ans. Enfin, ou alors mes 25 ou mes 20 ans, ça dépend des têtes. Mais le chiffre en lui-même du million d'euros, quand bien même tu n'as pas de bénéfice dessus, hein, quand bien même tu as juste 10 000 euros de bénéfice, juste se dire j'ai fait 1 million, on l'a tous dans le crâne. Et on a tous en tant qu'entrepreneur, en tout cas une grande majorité, voulu approcher de ça. En vrai, maintenant que je l'ai fait, je suis plus intéressé par ça, je m'en tape. Je te dis la vérité, je m'en tape. Juste en fait, je fais mon oseille par mois, ce qu'il me faut pour vivre, pour bouger, pour voyager, pour kiffer ma vie. De si j'ai envie d'aller en soirée, si j'ai envie de là prendre un billet et me barrer en Australie ou n'importe où, c'est tout ce qu'il me faut. Je veux pas me brûler les ailes, je veux pas crever derrière un PC à me prendre la tête. Ça m'intéresse pas. Je vois. Tu as quand même testé pas mal de business en fait. Site internet, revente de leads, chocolat, subvention, contravention, 5. En fait, il y a tellement de moyens de gagner. Il y a tellement de manières différentes de gagner de l'oseille. Il y en a tellement. Mais ce qui est super excitant, c'est juste créer un business, le monter entre le moment où tu le penses, le moment où tu le mets en place, le moment où tu fais tes premiers euros. Juste créer, monter, déléguer, revendre, ciao, bye. Et la frénésie dans le rebond, je pense que c'est ça. C'est juste aller créer. En fait, c'est dans le mot entreprendre. Enfin, c'est dans juste créer quelque chose en fait. Je vois complètement, tu vois, ta passion pour créer des choses et ça colle vraiment à ta personnalité. T'as pas une autre raison, un autre pourquoi qui t'a poussé à lancer ton premier business? C'était juste par passion, c'était par besoin d'argent, de reconnaissance? Ça vient d'où? Non, le tout premier business, et factuellement, c'est pour ça que je le garde aussi en tête. Aujourd'hui, je suis juste un entrepreneur qui est un peu fatigué, donc j'ai envie de me reposer aussi, de profiter, de kiffer, faut le donner. Mais non, à la base, moi je fais de l'argent parce que je fais vraiment pas de l'argent pour moi. À la base, je fais de l'argent parce que je veux juste pouvoir prendre soin des gens autour de moi. Je veux pouvoir, en fait, un peu le mot, c'est un anglicisme, mais c'est quoi le mot en français, putain? Provider, c'est Provider, ouais. Bah pour apporter. Pourvoir en fait. Ouais, ça serait pourvoir. Ouais, juste être sûr que mon meilleur pote, si je veux lui prendre un billet d'avion pour qu'il nous rejoigne et qu'il puisse aller voyager, ou mes neveux pour en prendre soin, ou ma conjointe pour m'occuper d'elle, de ses besoins et pouvoir offrir ce cadre de vie qui est génial. À la base, donne-moi un studio, une pizza, je suis très bien. Je suis très très bien. J'ai pas besoin de grand chose. Maintenant, j'ai besoin de me reposer un petit peu et donc de profiter et de kiffer. Donc il me faut un peu plus que ce dont j'avais avant. Mais initialement, pour le raconter, sans entrer trop dans le détail parce que je vais casser le mood, mais à la base, j'ai perdu quelque chose de très important pour moi parce que j'avais pas l'argent nécessaire qu'il me fallait à ce moment-là. Et je me suis retrouvé très très isolé quand j'avais 18 ans. Enfin, j'avais plus personne et j'étais vraiment tout seul de chez tout seul. Et donc pas de famille, pas d'amis, rien. Et ça m'a amené à perdre quelque chose de très très important que j'ai aujourd'hui tatoué et que je vois tous les jours sur mes mains. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était qu'une question d'argent. Si juste j'avais eu l'argent, j'aurais pu en prendre soin et j'aurais jamais perdu ce truc-là. Ouais. C'est ça. Est-ce que l'argent, tu considères qu'aujourd'hui, ça a été presque une obsession pour provide, pour mettre des choses à l'abri, pour avoir un certain confort de vie aussi? Est-ce que l'argent, c'est un peu une obsession en fait? On en a tous un besoin accru.
Enfin, il te le faut pour tout en fait. À partir du moment où tu veux vivre quelque part, que ce soit ton loyer, ta bouffe, il t'en faut juste juste pour ne plus avoir à y penser. Juste ça. Assez pour que tu n'aies pas besoin d'y réfléchir. Mais maintenant, il s'agit de... Là où il y a 6 mois de ça, j'étais dans la quête de... je suis prêt à me sacrifier, à avoir zéro bonheur pour bosser, pour faire de l'oseille, pour prendre soin des gens autour de moi. Maintenant, je me dis qu'en fait, je veux le juste milieu où je bosse, je fais de l'oseille, mais je veux du temps. Et le temps, c'est tellement qualitatif. Quand tu es riche en temps, c'est tellement bon. Il y a un juste milieu entre je vais chercher trop d'oseille, mais du coup, je sacrifie mon temps. C'est juste ce point que je veux maintenant. Par rapport à ce temps, justement, ça nous amène sur le débat de l'intelligence artificielle. Tu es un mec qui la maîtrise ultra bien. Tu as pris très vite des process assez incroyables dans déjà ta boîte précédente de subvention, aujourd'hui dans ta nouvelle boîte par rapport aux contraventions. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi tu as décidé de choper cette, on va dire cette vague, hein, ce n'est qu'une vague aujourd'hui, l'IA. Et qu'est-ce que ça t'apporte que tu ne pouvais pas faire avant en fait? Là, c'est simple. Aujourd'hui, tout mon business de contravention, enfin, on donne la bulle, mais en gros, tu rentres sur le site, tu scannes ta contravention, ça te donne un score de contestabilité en fonction d'un barème à points. À partir de là, ça te donne le montant que tu dois payer. Et en fait, pour aller plus loin que ça, derrière, il y a tout un CRM qui est construit, tout un site qui est fait et très bien fait. Et en fait, tous ces trucs-là, ça m'aurait littéralement coûté des dizaines de milliers d'euros. À la place, ça m'a coûté, alors moi je l'ai fait sur Lovable, donc ça a dû me coûter peut-être 500 € sur Lovable. J'ai appris à maîtriser ça et ça m'a pris peut-être au réel du réel 2-3 semaines à mettre en place, au lieu de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Derrière, mais le truc fou, derrière, j'ai des agents IA qui sont experts dans le domaine de la contestation de contraventions routières, en communication digitale, en administratif. Là, pour ma communication digitale, comme quoi c'est pas du bullshit, c'est mon agent IA GPT qui a pris la main sur mon PC, qui allait créer les campagnes sur Google Ads. Puis l'autre agent qui allait créer les balises de conversion sur mon site, pendant que j'avais un agent de GPT qui crée le site sur Lovable avec les connexions. Et ma campagne actuellement, elle a un taux de 7,56 de CTR. Putain. Pour ceux qui connaissent le CTR, 7,56 c'est juste énorme. En fait, ça m'a fait gagner un temps fou. Ça m'a fait gagner de l'argent dingue aussi. Parce qu'un développeur aura pris beaucoup plus de temps. Alors attention, tu ne peux pas totalement te passer d'un développeur. Il y a des points, Nabil, que tu connais très bien, qui est avec nous à Chongqing, qui m'a aidé, qui a développé, qui a peaufiné, qui continue encore aujourd'hui. Mais en fait, ça m'a permis de lancer une première V1 et de passer de j'ai l'idée à viens, on met en place tout de suite. Viens, j'ai besoin de personne. Et j'ai mon PC et je bombarde, je mets une V1 en place, qui me permet déjà de faire de l'oseille. Avec l'oseille qui rentre, tu as ton développeur avec qui tu peaufines. Et là maintenant, on met en place de la microprocessisation IA. Ça veut dire que tous les trucs qui peuvent nous alléger la charge de travail et qu'une IA peut faire, on les met en place. De sorte à ce qu'à un moment, on ait une charge de travail qui soit allégée le plus possible, que j'ai le moins besoin possible d'humain. Et là, je vais être cruel, hein. Mais en fait, moi, je déteste gérer de l'humain. J'ai horreur de ça. Ça me gave, ça me saoule. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, ça me saoule. Donc, plus vite je peux me débarrasser de tout ce qui est humain, mieux je me porte. Ça m'amène sur un truc un peu d'actualité hyper intéressant. C'est Sam Altman, tu sais, le fondateur de GPT, de OpenAI, qui disait on va s'approcher de la $1 billion compagnie. En gros, c'est le concept où un seul homme est capable de faire 1 milliard tout seul, sans humain. Pourquoi? Parce que agent IA, automatisation, etc. Et en fait, on s'en approche parce qu'aujourd'hui, si on regarde en fait une rétrospective en seulement 2 ans, mais franchement, en 2024, là on est en 2026, on pouvait faire tellement moins de choses. Aujourd'hui, tout va très vite. Regarde tes sites, ça construit des CRM, ça code, ça va chercher, comme tu le dis, ça fait des campagnes. Tu fais des putains de campagnes de ads et t'as même pas à y penser, tu vois. Mais regarde, c'est dingue. Mec, c'est cruel comme pas possible, mais en fait, tu peux faire tellement de choses. Regarde juste l'exemple. Quand j'arrive ici, je sais que j'ai besoin de faire des campagnes ads sur Google. Bon, toi, tu peux pas trop m'aider dessus parce que c'est pas ta niche, Google. Et il y a un mec qui me propose 700 € pour le faire. Et moi, je suis sur le point de dire oui à ce moment-là. Avant de me dire, mais en fait, je vais juste demander à GPT, agent IA, d'aller regarder les trends Google, le nombre de requêtes par mois. Et en fonction de ça, prends la main sur mon PC,
voici les identifiants de mon compte, va me créer la campagne. C'est dingue. Mec, en une demi-heure, j'avais une campagne parfaite. Le lendemain, j'appuie sur le bouton lancer et j'ai plein de leads qui tombent. Et au début, j'avais un CTR qui était à 8 ou 9. Putain, C'était énorme, mec. Mais la $1 billion compagnie, Ouais. moi j'y crois. Et regarde, juste un truc comme quoi tu peux tellement lancer de business différents. Je me bagarre pour pas le faire, on en parlait l'autre fois. Là tout de suite, si je veux, on peut lancer une recherche approfondie. Une recherche approfondie pour savoir dans les pays les plus riches, sur les pays les plus riches, lesquels ont les plus grosses tendances d'achat sur Internet. Ensuite, qu'est-ce qu'ils achètent ces gens-là? Bah, tu prends ça, tu demandes à GPT connecté à Lovable de te créer un site sur le domaine, d'aller chercher les fournisseurs. Mec, je suis sûr que je peux le lancer en 48 heures. Et ensuite, à la fin, je lui dis, bah, lance-moi les ads. Copie, colle, celle des concurrents, lance-moi les ads. Et c'est lui qui va le faire. Je suis sûr qu'en 48 heures, je peux le faire. Mais je veux juste pas m'éparpiller. Mais je suis sûr que je peux le faire. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on est à un niveau, tu vois, j'ai eu un appel hier avec un mec sur Connect. Il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast. En gros, ce mec, il vaut des dizaines de millions, mais je sais pas combien. Il est plus âgé, il a 35 ans, il a 10 business. Il a fait construire il est promoteur, il a fait construire des villas à Koh Samui. Il a sorti des gros chiffres. Il a une boîte d'agents IA, etc. Et je lui disais, mais il me disait, Johan, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de m'entourer de gens pour bosser, pour être dans ce truc-là où il faut que j'avance, parce que moi, il a sa maison, il a des enfants, etc. Ça le rend monter. Et il me disait cette phrase, on est à l'époque où l'écart va se creuser plus que jamais. Là, tout est accessible. Il y a encore moins de barrières et chaque année, il y en a encore moins pour créer, pour construire, pour faire de l'oseille, pour aller chercher le futur. Il me disait, mais là, il n'y a jamais eu, dans toute l'histoire de l'humanité, un moment où tu peux autant faire de choses avec aussi peu de moyens, aussi peu d'efforts. Et tous ceux qui ne prennent pas, on va dire, ce tournus maintenant, qui restent sans changement, c'est là où eux, ils vont en subir les conséquences dans les années à venir, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, ça m'amène sur le truc de, il y a beaucoup de gens qui parlent d'IA aujourd'hui, mais personne n'en fait rien. Je sais pas pourquoi. De l'extérieur, l'IA, ça a l'air compliqué à apprendre. En vrai, tant que tu plonges dans le sujet, va plus loin, demande à l'IA de t'apprendre l'IA. Au pire, va au bout du jeu, quoi. Le mec a cassé le game, quoi. Non, mais c'est vrai, GPT a un mode apprentissage, demande à l'IA de t'apprendre l'IA et te donner des opportunités. Et au pire, vas-y, tu sais pas écrire sur un clavier, appuie sur le bouton vocal et discute avec. C'est dingue. Mais c'est vrai que à la fois, on pense à tous ceux qui ne prennent pas le tournus et qui donc vont se retrouver avec une défaillance. Mais de l'autre côté, ceux qui prennent le tournus, mec, Qu'est-ce qu'il faut faire de l'oseille ? mec, t'as tellement de moyens de faire tellement de choses différentes. En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il ne s'agit plus de faire... Tu vois, j'en parlais encore une fois avec ce mec qui est très malin, très smart, c'est pour ça que je le cite. Il disait, il ne s'agit plus de faire des SaaS. Les SaaS, c'est cool. Hein. Aujourd'hui, l'IA, elle fait des SaaS. Il s'agit d'appliquer littéralement dans des vrais business où il y a des vrais besoins, tous les process IA. Plutôt que, par exemple, on prend l'exemple de Connect, tu vois, tu veux faire des co-living, c'est quand même un truc où, putain, il y a des maisons, putain, il faut acheter des trucs, putain, il y a des trucs à gérer. Mais là où avant, tu devais avoir 10 000 employés différents pour commander, réfléchir, faire du contenu, faire machin, aujourd'hui, on fait tourner une structure pareille avec 3 personnes. Ouais. En vrai. Mais ça, à l'époque, il fallait 15 personnes. Et même encore avant, il en fallait 25 parce qu'il n'y avait pas toutes ces... En fait, l'IA va plus loin que juste je suis capable de créer et de développer sur Internet. On peut automatiser des process complets, on peut faire gagner du temps, on commence à pouvoir faire de la qualification de lead. Hein. Il va y avoir ces agents IA qui sont capables de te remplacer, entre guillemets, sur WhatsApp, d'échanger avec un prospect, de le convaincre de booker un appel avec toi, un système qu'on revoit beaucoup. Et tu peux tout automatiser. Et l'histoire, je pense, elle n'est plus seulement de créer des SaaS IA, des business IA, c'est de foutre l'IA dans ton business et d'automatiser partout où c'est cher. Et là, tu as une décorrélation littérale entre le temps dépensé et l'argent gagné qui est exceptionnelle. Parce que ce que tu fais avec 1 000 €, c'est ce que tu faisais avant avec 15, 20 000, comme tu l'as dit, avec tes développeurs, tu vois. Ouais, regarde, l'argent que tu en gagnes dessus, mais regarde, sur le business de subvention, 2 choses. Primo, quand j'ai voulu faire mon CRM, le devis pour la V1 qu'on m'avait proposé, c'était, je crois que c'était 40 000. Mais la V2 vraiment développée comme ce que je voulais, c'était 80 000. J'ai encore le devis pour le coup. Et en fait, alors, juste pour te dire comment c'est passé, j'ai mon GPT qui est connecté à toute ma boîte mail. J'ai plus de 10 000 mails, à mon drive, qui est connecté à tous mes outils. Une première recherche approfondie, analyse tout ça, comprends mon business, ma structure, ce que je fais.
Une deuxième recherche approfondie, maintenant que tu as compris ce que je fais, rédige-moi un cahier des charges complexe de tout ce qu'il me faut pour gérer ce business. Putain, mec. Une troisième pour, en fait, même pas juste envoie ça à Lovable, qui m'a construit mon CRM, qui s'appelle Benji, mais qui est le détail près de tout ce que je voulais dans mon CRM. C'est dingue. Ça devait me coûter 80 000. Mec, il y a trop de trucs, tellement d'économies d'argent déjà à faire, De gain de temps. de gain de temps qui est dingue, mais ne serait-ce que le deuxième point, à ce moment-là, quand l'IA s'est lancée, nous on faisait des audits à la mano. C'est-à-dire que quand un mec vient nous voir, nous dit je veux lancer un projet de co-living. On doit regarder un à un le site de l'ANA, le site de la région, le site de la mairie, le site de la préfecture, le site du département, le site de n'importe quel ministère, de ce que tu veux. Et aller choper un à un les informations. Il y a 12 500 subventions. Un audit, ça prend une semaine. Donc aujourd'hui, une recherche approfondie, tu promptes, tu donnes le projet en question tel qu'il est défini. En une demi-heure, j'ai un audit. C'est insultant. Mais j'avais un salarié où son unique travail, c'était de faire des audits. Putain, c'est dingue. Et il n'y arrivait pas du tout aussi bien en une semaine que là, l'IA en 30 minutes. C'est dingue. Et alors ça pose l'autre question qui est, ouais mais ça va remplacer des emplois, ça va créer du chômage. Non, ça va juste retirer une charge de travail qui peut être non qualifiante et qui peut être emmerdante, et ça va déplacer ce travail vers quelque chose de plus qualifié, de plus pertinent, de plus intéressant. Ouais, c'est l'histoire de l'humanité finalement. Avant, par exemple, pour les péages d'autoroute, il y avait des gens. Il y avait des gens qui étaient là, qui prenaient ton ticket, pareil dans les métros avant. Ouais. Et tout ça a été automatisé. Et en fait, c'est juste l'IA est une automatisation de plus. Mais le problème, c'est que là, on commence vraiment à plus savoir quoi leur faire faire, quoi. Pour beaucoup de personnes, hein, sincèrement. J'ai envie de te dire, ça tombe bien. En ce moment, il y a une espèce de crise économique mondiale. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de moyens de faire de l'oseille depuis un PC avec une connexion Internet. Ouais, J'ai envie de dire, ça tombe quand même vachement bien. Tu penses à un truc, tu le mets en place le jour même. c'est vrai que ça, c'est assez dingue, hein, On devrait faire l'expérience, je pense. juste pour Faire, s'amuser. Juste pour taper des barres. On en a parlé, toi et moi. J'ai pas envie, j'ai pas le temps, mais qu'est-ce que ça me ferait rire de me dire qu'est-ce qu'on est capable de faire en 48 heures, quoi. En même temps, ça nous prend pas de Aujourd'hui. temps, mec. Ouais, mais parce que je l'ai déjà fait par le passé, je t'ai dit, et j'ai fait comme ça, et puis j'ai lancé une agence derrière, elle a fait 120 000 euros. Parce qu'en fait, quand ça commence, tu t'arrêtes pas. Ok, juste pour le podcast, viens, on essaye ça. Et de toute façon, ça se fait en automatique. En plus, tu sais que j'ai déjà commencé. Juste, on se renseigne sur les pays les plus riches du monde. Ces pays les plus riches du monde, lesquels ont une tendance à acheter énormément en ligne. Qu'est-ce qu'ils achètent énormément en ligne? Ok, d'accord, très bien. Crée-moi le cahier des charges parfait pour créer ce site. Lovable avec connecté à Shopify, crée-moi le site. GPT va me chercher les fournisseurs et en mode agent va me créer du coup va les contacter par mail, leur envoyer des formulaires de contact pour te mettre en relation avec eux. GPT agent va me créer les campagnes ads Google et Meta, on va aller au bout du jeu. Créer les balises de conversion pour qu'on puisse tout voir. Ah, en vrai, concentre-toi sur Meta, Non. sur Google. Juste sur Google parce que tes résultats sont trop aberrants. Tu trouves un fournisseur, tu fais faire ton e-com par Shopify Lovable et tu fous les balises de conversion. Et juste à Et la partir de campagne tout Meta ça, vas-y, juste 200 balles de lancer. en Ouais, campagne, vas-y, on met juste 500. pour voir. Moi, en vrai, ouais, c'est marrant. Et ça veut même pas dire qu'on va lancer le business. Juste, vas-y, 200 balles de lancer. Mais il va y avoir Pour des voir ce ventes, que il va y l'IA avoir peut des faire. trucs à gérer, tu vois. 2-3 conneries à gérer. Vas-y, on peut- vas-y. Tu sais quoi, on va en Mais parler juste après. pour voir pour les 200 balles. Moi, j'ai envie de passer sur un sujet qui m'intéresse chez toi. Pourquoi tu Vas-y. voyages autant? Pourquoi, depuis que tu as quitté la France, tu bouges autant? Parce que je me sens tellement heureux. En fait j'ai compris que là, actuellement, ma vie entière tient dans une valise. C'est-à-dire que j'ai plus rien. Les gros écrans, les grosses chaises de patron, les gros bureaux. J'ai plus rien. J'ai des vêtements, c'est tout. À partir du moment où tu es dépossédé de matériel, où donc ton bateau est brûlé, tu n'as pas un endroit spécial où tu reviens, où tu dois y rester, ce dans quoi j'investis, c'est plus du matériel, mais c'est de l'expérience de vie. Et tu en as des études qui te démontrent que le voyage rend plus heureux que le matériel. Oui, littéralement. Et c'est complètement vrai. Alors, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, je vivais très bien en France. J'avais un rythme de vie où je dépensais 3-4 000 par mois, peut-être même 5 000. Donc, je vivais très bien. Je suis juste infiniment plus heureux en voyageant comme ça, en ayant beaucoup moins de matériel. Alors, attention, je fais de l'argent, donc oui, aussi, je dépense.
et je vis très bien. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, quand tu pars en voyage, tu sais que dans 2 semaines, tu vas rentrer et tu as le coup de dépression, t'étais à Malte et en fait, là, tu retournes à Paris. Mais que dalle, mon loup. Quand j'ai fini la Suède, je vais en Lettonie. Après ça, je vais me barrer à Bali et je vais enchaîner à Miami. Mais elle est lunaire, celle-là. J'aime beaucoup trop. J'avoue que c'est pas mal. Mais c'est beaucoup trop bien. Alors, un jour, peut-être que je vais me poser, je vais avoir une envie d'être dans un endroit où, et ce moment-là, à mon avis, il va arriver que le jour où j'aurai une travel partner, une femme avec qui j'ai envie de rester quelque part. Parce que sinon, je vois pas pourquoi je resterai à un endroit. La map est beaucoup trop grosse. Les expériences, elles sont beaucoup trop folles. Mec, j'ai un carnet, un journal de bord où je note tout ce qui se passe parce que je veux juste pas oublier. Il se passe trop de trucs en un mois. Et comment tu veux que je me pose quelque part? C'est terminé. C'est vrai. Et puis t'en as fait des conneries, toi. Hein. Mec, Kodak qui nous a ramené. Vous n'avez pas idée du nombre d'animaux que Lorenzo nous a ramené. Ça peut être filmé. Ça a été filmé, il y a tout. Des chatons, des canards, des perroquets. Et puis il y a des histoires drôles. Il y a 9 Norvégiennes avec qui on se retrouve dans leur villa. Il y en a une, je veux la serrer, mais je lui ai pété son genou. Du coup, je passe à sa copine d'après. Mais sa copine d'après, je la fais tomber en moto avec moi. Mais la copine, la première, elle revient. Et donc, on finit quand même par se serrer. C'est lunaire ce qui t'arrive. À chaque fois. Toi, tu as une nightlife comme tu vis la nuit. Tu vis tellement de choses aussi. Mais on pas. Attends, il faut parler de la nightlife de Stockholm. Ma mère que c'est vrai. Tant pis, je la raconte. Ma mère que c'est vrai. Pardon, Yoann, faudra couper au montage. Non, coupe pas au montage, laisse. Stockholm. Mon Dieu, Stockholm. Je vous promets que c'est vrai. Le problème, c'est qu'en fait, si on ne prend pas des photos ou des vidéos pour le prouver, les gens, ils vont jamais nous croire. Mais tu peux témoigner pour moi. À Stockholm, on fait de l'oseille, on bosse. Très bien, génial. Mais le soir, moi, j'aime trop la nightlife, je sors. On est allé au Berns. Au Berns, j'ai pas un objectif de rentrer avec une femme, juste un objectif de j'arrive, je danse, j'en embrasse une, client suivant, et je veux juste arriver à 10. Et j'ai pas réussi à aller à 10, je suis allé jusqu'à 8. Mais la nightlife. Mais c'est 10 sur 10 quoi. Mais par contre, c'est des paquets. Mais la nightlife, que ce soit ici à Stockholm, où tu peux profiter, danser, où tu as les plus belles femmes du monde. Bali, Bali, le nombre de fois où tu m'as retrouvé à minuit en train de danser sur une table. Celle à Chongqing, en Chine, où en fait je suis presque sorti quasiment tous les soirs. Enfin, il y a aussi l'autre side qui est quand même très cool de voyager, de bouger, de faire de l'oseille, où en fait, work hard, play hard. Pour le coup, le work hard, play hard, je l'ai vraiment pris au pied de la lettre. Toi, ouais. Je m'amuse, je m'éclate. Et ceux qui étaient là dans les colocs, ils pourront tous témoigner. Pour le coup, je suis vraiment du genre à beaucoup sortir, beaucoup m'amuser. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Putain, qu'est-ce qu'on s'amuse. Vous n'avez pas idée des anecdotes qu'on a avec Lorenzo. J'avoue que t'animes, hein. T'es un peu animateur de coloc en fait. Sans que tu le veuilles, tu vois, c'est naturel chez toi, t'animes. Genre tu crées de l'entertainment, tu vois. On tape des barres. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Ah non, c'est cool. À part ça, les colocs, je pense que bon, je sais que tu kiffes. Les humains aussi, tu les kiffes parce qu'à chaque fois, tu repars avec des potes de ouf. J'ai gardé contact avec toutes les personnes de Connect. Je leur envoie des messages, t'es où en ce moment, qu'est-ce que tu fous, viens, on se rejoint. Jacques nous a rejoints sur un coup comme ça. Ouais. Là, Adrien, moi je vais en Lettonie le mois prochain, je lui dis mec, l'Airbnb il est payé, viens. Le billet d'avion il coûte 80 balles, viens. Et j'ai contact encore avec tout le monde parce qu'en fait c'est des relations qui sont ultra fortes, ultra intenses. Pour la petite histoire perso, avant de quitter la France, moi ça fait 10 ans que je vis seul. 10 ans tout seul, c'est long, c'est super long. Tu rentres, il se passe rien. T'as pas quelqu'un qui t'accueille, t'as pas du bruit, t'as pas l'animation, t'as rien. Et là tu rentres, il y a des cons en train de discuter, qui sont en train de rigoler, qui sont en train de faire de l'argent. Il y a de l'animation, il y a du bruit, il y a du viens, on sort ce soir. Forcément, ça rend le truc super intense. Ça rend alors, qui plus est, plus pour moi, parce que vivre avec des gens, enfin, c'est l'expérience de ma vie, j'aime beaucoup trop ça. Mais aussi parce qu'en fait, tu fais tout avec ces gens. Donc ça devient des proches, vraiment des très proches. Ouh, le froid. Ouais, c'est dur. Hein. De toute façon, là, on arrive à la fin de notre beau podcast. Pour terminer un petit peu tout ça, j'aimerais te poser, j'ai une petite liste de 10 questions. Vas-y. Tu dois répondre par oui ou par non. Et le but, c'est que ton cerveau soit assez rapide pour prendre la décision. Les décisions se prennent sur un quart de seconde. T'es prêt ? Vas-y. Ok. Alors, est-ce que partir de rien, ça peut devenir une force ? Oui. Est-ce que l'école t'aurait permis de construire ce que tu as fait ? Non.
Est-ce que la souffrance, c'est un moteur de ouf? Oui. Est-ce que l'IA va tuer plus de business qu'elle va en créer? Non. Est-ce que travailler beaucoup, c'est parfois une fuite, qu'on a des problèmes? Oui. Est-ce que ton entourage, c'est plus important que d'avoir des bonnes idées? Que mon entourage est plus important qu'avoir des bonnes idées? Ah, celle-là est dure. Elle est très dure. Est-ce Parce que que moi, mon j'en connais. entourage compte plus que mes idées? Pas forcément. Est-ce que l'entourage t'apportera plus que tes idées? Ouais. Ok. Est-ce que gagner de l'argent, ça règle vraiment des problèmes? Ouais. Est-ce que tu serais complètement foutu s'il y a tombé demain? Non. Ok. C'est pas mal. J'aime bien ce petit format. Ouais, ce petit format est pas mal. C'est court, efficace, intense. C'était un beau podcast. On est en train de mourir de froid. Ceux qui l'écoutent sur Spotify, d'ailleurs, ce podcast, n'hésitez pas à lâcher un like, partager, envoyer à vos potes, peu importe. On est sur Spotify, Apple Music, tout ça. Vous voyez pas le cadre dans lequel on est. J'ai les mains qui sont violettes. C'est aberrant. J'ai mes jambes qui tremblent, ça race. Ouais, non. Il est temps de ranger ce cadre. C'était un vrai plaisir. De toute façon, des podcasts, on aura le temps d'en refaire, d'en reparler. Tu reviens à Miami. Je crois Miami, on va se la coller. que ça va être un bordel. Ça Miami. va se la foutre. Ouais. On va faire de l'oseille. Mais qu'est-ce qu'on va se la foutre? Comme d'habitude. Bon, mon loup, c'était un plaisir. Mon petit loup. Ah, j'ai froid.